Plongeons au cœur du mal français en nous appuyant sur une déclaration récente de Jean-Luc Mélenchon. Il est immoral d'être milliardaire et là-dedans vous avez une grande partie du mal français. Le mal français, si vous voulez, vous avez une dimension qui relève de la haine de la richesse, la haine de la réussite, et cette haine est justifiée. Donc cette haine, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de... On est égalitariste, les Français sont égalitaristes, donc ils ont une jalousie, ils ont une fragilité qui se déclenche quand ils sont face à quelqu'un qui a mieux réussi qu'eux. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qu'on devrait soigner, qu'on devrait corriger, parce que le réflexe qu'on doit avoir quand on est face à quelqu'un qui a mieux réussi que nous, c'est comment il a fait, et si je me crois aussi intelligent que lui, comment est-ce que je pourrais faire pour faire aussi bien? Mais en France, cette démarche positive est inhibée parce qu'immédiatement nous viennent à l'esprit des idéologies qui visent à justifier cette envie, qui visent à justifier cette fragilité, qui visent à justifier cette haine de la réussite. Notamment, nous avons une conception de l'économie qui nous est biberonnée depuis le plus jeune âge, selon laquelle l'économie ce serait un gâteau à partager. Donc il n'y a pas du tout une notion de faire grandir la richesse, il y a seulement une notion de répartir la richesse. Et cette notion de l'économie fixiste, donc d'une richesse à partager plutôt que d'une richesse à créer, est de plus en plus encouragée en France à mesure que la partie parasite de l'économie grandit. Évidemment, si vous êtes un gratte-papier, si vous appartenez à la fonction publique, que vous avez un emploi fictif dans une agence d'État, etc., évidemment que vous allez vous dire « Oui, personne ne crée de valeur, t'as déjà vu quelqu'un créer de la valeur, toi, moi, non, jamais, c'est une erreur, il n'y a pas de valeur qui est créée, il y a seulement une valeur qui est là, on ne sait pas d'où ça vient, et il faut la répartir. » Donc c'est ça le mal français, c'est une haine de la réussite qui, au lieu d'être corrigée comme on le fait dans les pays normaux, est encouragée par une idéologie qui repose sur une conception de l'économie qui est tout à fait stupide. On va donc écouter les beuglements de Mélenchon et ensuite je vous partagerai un antidote à ça. Ça me permet de faire un coucou aux éditions Carmin qui m'ont gentiment envoyé l'illusion de la justice sociale. J'ai pas un partenariat avec eux, hein, mais c'est juste qu'ils m'ont gentiment envoyé ce bouquin, donc j'en parle avec plaisir. L'illusion de la justice sociale, c'est un livre de Thomas Sowell et je vous en lirai un passage qui permet d'enterrer définitivement Mélenchon. Donc on écoute Mélenchon et au lieu de faire le travail habituel, à savoir de moi-même le débunker, on va se poser tranquillement et je vous lirai ce bel auteur que je vous recommande. Allez, on écoute l'autre ahuri et puis ensuite on va écouter quelque chose d'un peu plus intelligent. La révolution citoyenne à laquelle nous aspirons, elle se fait par les élections, dans les urnes, et c'est par des votes à l'Assemblée nationale que sans avoir tiré un coup de fusil, ni établi 1 mètre de barricade, nous avons fait tomber un gouvernement. C'est par ce chemin que nous l'emporterons. C'est par ce chemin démocratique, citoyen, que nous changerons tout de fond en comble le moment venu, lorsque la majorité des Français décidera que... C'est hyper rassurant. Moi, quand Mélenchon me dit qu'il veut prendre le pouvoir et changer tout de fond en comble, je pense que les derniers entrepreneurs de France, quand ils entendent ça, bim, ils prennent leur billet, ils se cassent. Cela en vaut la peine d'essayer autre chose que cette catastrophe permanente qui a ruiné ce pays, qui a ruiné ses finances, sa capacité d'invention. Ah, ça s'appelle le communisme, Jean-Luc, hein, ce qui a ruiné la France. Ça s'appelle l'état social obèse, ça s'appelle la dépense publique non contrôlée, et ça s'appelle taxer les entrepreneurs à 70%. C'est ça le problème, donc fais pas le malin non plus. Et qui s'appelle le libéralisme, qu'on le repeigne de temps à autre, de social-libéralisme, ou ce que l'on voudra, mais qui est toujours la même chose. Les uns accumulent sans fin, et les autres se font dépouiller d'eux-mêmes. Ouais, et donc il y a aussi cette idée selon laquelle l'argent gagné par les uns se fait aux dépens de l'argent des autres, comme si c'était un jeu à somme nulle. En vérité, hein, le seul jeu à somme nulle, c'est l'impôt. Hein. C'est ce qui fait que l'argent gagné par les uns est dépouillé sur les autres, c'est l'impôt. Sinon, quelqu'un qui gagne de l'argent en vendant des produits, il n'y a absolument aucun problème. Ce qui fait que le jeu économique est injuste et immoral en France, c'est justement ça, c'est qu'on prend à des gens qui méritent leur argent, on prend à des gens qui ont fait des efforts pour gagner, qui se sont bougés,
pour permettre à des gens d'accumuler un patrimoine d'argent public. Parce que, et là je vous parle pas forcément, vous savez, des fois c'est vrai que j'attaque le RSA parce que je trouve que c'est une aberration le RSA, non seulement pour ceux qui le payent, mais aussi pour ceux qui le reçoivent, mais je parle plus des ponctionnaires, là, vous savez, les gens qui se font un patrimoine incroyable d'argent public, les anciens premiers ministres qui gardent leur avantage, la 150 000 € open bar pour leurs petits frais, les 150 000 balles par an que se fait le moindre sénateur, etc. C'est ça dont je parle, c'est-à-dire qu'on a un système où vous avez effectivement de l'argent qui est volé aux uns pour engraisser d'autres personnes qui ne le méritent pas et qui leur permettent de se faire un véritable patrimoine gigantesque d'argent public. Et ça, c'est beaucoup plus choquant qu'un milliardaire, parce que pour être milliardaire, a priori, ça veut dire qu'on a lancé une entreprise qui a marché et qu'on a gardé les actions de cette entreprise qui a marché. Donc moi, ça me choque pas du tout. Ça ne m'enlève rien qu'il y ait des milliardaires. Par contre, ça m'enlève beaucoup que vous ayez tout un tas de planqués dans des agences d'État fictives et dans des postes à responsabilité de je sais pas quoi, de telle ou telle administration. Ça oui, ça me coûte. En parallèle exact, tout ce qui va aux milliardaires a été retiré à ceux qui produisent. Voilà la vérité qui fait qu'il est immoral d'être milliardaire. Ouais, donc c'est vraiment le sans faute absolu, et c'est un tissu de mensonges. Mais bon, j'ai assez parlé, et donc pour changer un petit peu, je vais vous lire un extrait de l'ouvrage de Thomas Sowell, L'illusion de la justice sociale, et je vous inviterai, si ça vous dit, à lire la suite par vous-même. Un mot comme mérite, par exemple, varie dans ses significations. Par conséquent, ce mot a contaminé de nombreuses discussions sur les politiques sociales, qu'il a été utilisé par les défenseurs ou par les détracteurs de la vision de la justice sociale. Les opposants aux préférences accordées à des groupes, comme la discrimination positive en matière d'embauche ou d'admission à l'université, affirment souvent que chaque individu doit être jugé en fonction de son propre mérite. Dans la plupart des cas, le mérite dans ce contexte semble signifier les capacités individuelles pertinentes pour la tâche considérée. Dans ce sens, le mérite est simplement une question factuelle, et la validité de la réponse à la question du mérite dépend de la validité prédictive des critères utilisés pour comparer les capacités des différents candidats. D'autres cependant, parmi lesquels les défenseurs de la justice sociale, voient dans le concept de mérite non seulement une question factuelle, mais aussi une question morale. Et donc là, on entre en plein dans le logiciel de pensée de quelqu'un comme Mélenchon. Dès le XVIIIe siècle, William Godwin, défenseur de la justice sociale, s'inquiétait non seulement de l'inégalité des résultats, mais surtout des avantages non mérités. Pour Bernard Shaw, également pionnier du socialisme fabien du XXe siècle, d'énormes fortunes sont faites sans le moindre mérite. Il notait que non seulement les pauvres, mais aussi de nombreuses personnes bien éduquées voient des hommes d'affaires prospères, inférieurs à eux en matière de connaissances, de talent, de caractère et d'esprit public, gagner des revenus bien plus importants. Ici, le mérite n'est plus simplement une question pratique concernant la personne qui possède des capacités particulières nécessaires à la réussite d'une entreprise donnée. On est face maintenant aussi à une question morale sur la manière dont ces capacités ont été acquises, si elles sont le résultat d'efforts personnel particulier ou s'il s'agit simplement d'un avantage non mérité, peut-être dû au fait d'être né dans des circonstances exceptionnelles plus favorables que celles de la plupart des autres personnes. Le mérite dans ce sens, avec une dimension morale, soulève des questions très différentes, qui peuvent avoir des réponses qui le seront tout autant. Les personnes nées dans de telles familles allemandes ou communautés allemandes méritent-elles d'hériter des bénéfices des connaissances, de l'expérience et des enseignements tirés de plus de 1000 ans de brassage de la bière par les Allemands? Non, à l'évidence, il s'agit d'un bénéfice inattendu, mais il est tout aussi évident que la détention de ces précieuses connaissances est aujourd'hui une réalité, que ça plaise ou non. Ce genre de situation n'est pas non plus propre aux Allemands ou à la bière. Il se trouve que le premier noir américain à devenir général de l'armée de l'air américaine, le général Benjamin O. Davis Jr., était le fils du premier noir américain à devenir général de l'armée américaine, le général Benjamin O. Davis Sr. Les autres noirs américains, ou les blancs américains d'ailleurs, ont-ils bénéficié du même avantage de grandir dans une famille de militaires ou d'apprendre automatiquement dès l'enfance les nombreux aspects d'une carrière d'officier supérieur de l'armée? Cette situation n'est pas non plus unique. L'un des généraux américains les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire américaine est le général Douglas MacArthur. Son père était un jeune commandant pendant la guerre de sécession où ses performances sur le champ de bataille lui avaient valu la médaille d'honneur du Congrès. Il avait terminé sa longue carrière militaire au grade de général. Rien de tout ça n'est propre à l'armée.
Dans la Ligue nationale de football américain, le quarterback Archie Manning a connu une longue et brillante carrière, au cours de laquelle il a lancé plus d'une centaine de passes de touchdown. Ses fils, Peyton et Eli Manning, ont également connu une longue et brillante carrière de quarterback en NFL qui leur a permis de remporter plusieurs Super Bowls. Les autres quarterbacks, qui n'avaient pas eu un père quarterback de la NFL, avaient-ils les mêmes chances qu'eux? C'est peu probable. Les amateurs de football américain préféreraient-ils cependant regarder jouer d'autres quarterbacks moins performants, mais qui auraient été choisis sur des critères de justice sociale? On ne peut pas réduire les avantages dont bénéficient certaines personnes dans une activité donnée à des inconvénients pour toutes les autres. Ces avantages profitent également à toutes les personnes qui payent pour le produit ou le service fourni par cette activité. On n'est pas dans une situation de jeu à somme nulle. Au contraire, c'est parce qu'il existe un bénéfice mutuel que l'entreprise perdure dans un marché concurrentiel avec un grand nombre de personnes libres de décider ce qu'elles sont prêtes à payer. Les perdants sont les personnes bien moins nombreuses qui voudraient fournir un même produit ou service mais qui n'ont pas été en mesure d'égaler ce qu'offraient les producteurs performants, que leur réussite soit due à des compétences développées au prix de grands sacrifices ou à des compétences acquises du simple fait de s'être trouvés au bon endroit au bon moment. Lorsque les produits informatiques se sont répandus dans le monde, leurs producteurs et leurs consommateurs en ont tous profité. C'était une mauvaise nouvelle pour les fabricants de produits concurrents tels que les machines à écrire ou les règles à calcul, qui étaient autrefois l'équipement standard utilisé par les ingénieurs pour effectuer les calculs mathématiques. De petits appareils informatisés permettaient à présent d'effectuer des calculs plus rapidement, plus simplement et avec un éventail d'applications plus large. Dans une économie de marché, le progrès fondé sur de nouvelles avancées est inévitablement synonyme de mauvaises nouvelles pour ceux dont les biens ou services ne sont plus aussi performants. Maintenir leur inclusion sur la base d'une représentation démographique proportionnelle nécessiterait des décideurs de substitution habilités à outrepasser les souhaits des consommateurs. Ça, c'est exactement ce dont rêve Mélenchon. On a un grand maître de l'économie qui est là pour décider « toi tu mérites ça, toi tu mérites ça, toi ça coûte ça, toi ça coûte ça », et le résultat, c'est une économie de pénurie. Une situation similaire existe dans l'armée. Un pays qui lutte pour son existence sur le champ de bataille ne peut s'offrir le luxe de choisir ses généraux sur la base d'une représentation démographique, comme le dit le slogan « avoir le visage de l'Amérique », plutôt que sur la base des compétences militaires, quelle que soit la manière dont ces compétences ont été acquises. Pas si le pays veut gagner et survivre. C'est particulièrement vrai si le pays veut remporter ses victoires militaires sans perdre davantage de vie humaine qu'il n'est nécessaire. Dans ce cas, il ne peut pas confier ses soldats à des généraux qui ne soient pas les meilleurs disponibles. Dans la littérature sur la justice sociale, on tend à traiter les avantages non mérités comme s'ils se trouvaient retranchés du bien-être du reste de la population. C'est exactement ce que dit Mélenchon. S'il y a des milliardaires, c'est parce que leur argent a été retiré, blablabla. C'est une erreur fondamentale. Or, il n'existe pas de niveau de bien-être fixe ou préétabli, que l'on parle de somme d'argent gagné, du nombre de spectateurs appréciant tel sport ou de soldats survivant après la bataille. En déclarant que les 10% les plus riches ne perçoivent plus seulement un tiers de notre revenu mais la moitié, le président Obama insinuait que ce que les riches touchaient se trouvait déduit des revenus d'autres personnes. Or, cela n'eût été vrai que s'il avait existé un montant fixe ou préétabli de revenu total. Il ne s'agit pas d'une subtilité superflue. Il est très important de savoir si les personnes à haut revenu augmentent ou diminuent les revenus du reste de la population. Les insinuations ne constituent pas une base solide pour prendre des décisions sur un sujet sérieux. Cette question est trop importante pour être tranchée ou rendue obscure par des formulations astucieuses. En clair, le revenu de l'Américain moyen est-il plus ou moins élevé à cause des produits créés et vendus par un multimilliardaire? Redisons-le. Il n'existe pas de montant total fixe ou préétabli de revenus ou de richesses à partager. Si certaines personnes créent plus de richesses qu'elles ne reçoivent de revenus, elles n'appauvrissent pas les autres. Mais si elles créent des produits ou des services dont la valeur est inférieure au prix qu'elles le vendent, il est tout aussi évident qu'elles appauvrissent les autres. Toutefois, bien que chacun puisse demander le prix qu'il veut pour tout ce qu'il vend, il est peu probable qu'il trouve des clients qui paieront plus que ce que le produit ou le service valent pour eux-mêmes. Il peut être astucieux de faire comme si les revenus élevés de certaines personnes se trouvaient déduits d'un revenu fixe ou préétabli, laissant ainsi moins d'autres. Mais l'astuce n'est pas la sagesse, et les insinuations astucieuses ne remplacent pas les preuves factuelles si votre objectif est de connaître la réalité. Mais si votre objectif est politique ou idéologique, il ne fait aucun doute que l'un des messages les plus efficaces du XXe siècle sur le plan politique a été d'affirmer que les riches se sont enrichis en prenant l'argent des pauvres. Et c'est vrai que c'est un message qui est extrêmement fort, parce que ça permet de réaliser comment
comment c'est possible, bon sang, que vous ayez en France, qui est le pire enfer fiscal de la planète. Et vous voyez à quel point ça nous mine. On n'a pas de croissance, on a une dette qui explose, on a le chômage qui augmente parce que vous avez les entreprises qui délocalisent ou qui ferment. On sait que ça nous appauvrit. On devient un pays de seconde zone et pourtant vous avez encore des gens qui sont prêts à voter à gauche parce qu'il suffit de leur dire « Regarde, il y a encore des gens qui sont plus riches que ça » et là, bim, l'esprit critique s'éteint et on se dit « je veux plus de communisme, il faut taxer les riches ». Donc ça marche très bien. Et c'est pour ça qu'un pitre communiste comme Mélenchon continue à être aussi populaire en France. Tant qu'il y aura de l'envie, de la jalousie et de la bêtise, on pourra tenir un discours communiste en France. Le message marxien dénonçant l'exploitation a permis aux communistes d'accéder au pouvoir dans beaucoup de pays du monde au XXe siècle à un rythme et à une échelle rarement vus dans l'histoire. Il existe à l'évidence un marché politique pour ce message et les communistes ne sont qu'un des groupes idéologiques qui l'ont utilisé avec succès à leur propre fin, même si cela s'est avéré désastreux pour des millions d'êtres humains vivant sous des dictatures communistes. Eh bien, je trouve que c'est un très beau texte et c'est important de dénoncer cette illusion, cette arnaque de la justice sociale. Donc n'hésitez pas à lire le livre en entier si cela vous intéresse. Et pour le reste, je vous invite à sortir de la spirale de la loose, commencez à investir. Non seulement quand vous faites ça, vous ne volez rien à personne, mais en plus ça vous permet progressivement de vous dégager une nouvelle source de revenus qui vous permettra un jour de lever le pied, qui vous permettra un jour de prendre votre retraite sans avoir à voler personne. Vous savez, comme d'habitude, sous cette vidéo, mon lien affilié pour commencer à investir. Et vous savez comment ça marche. À court terme, les marchés, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des fois avec des secousses assez brutales. Mais sur le long terme, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire que vous avez effectivement votre patrimoine qui grandit et ça grandit de plus en plus vite parce que quand vous investissez dans des ETF comme le SP500, eh bien vous pouvez vous attendre à faire en moyenne du 10% par an et un patrimoine qui grandit de 10% par an, c'est quand même assez sympa. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.